J'étais à la réunion de famille de mon copain quand tout le monde a presque supplié que je passe la soirée avec son frère. Alors je me suis prêtée au jeu. Cela faisait 4 ans que Lustig et moi étions ensemble. Et, un jour, j'ai fini par lui demander pourquoi je n'avais jamais vu sa famille. « Tu me remercieras plus tard. Après mon ex, je me suis juré plus jamais ça. » Il répétait sans cesse. Mais un jour, sa mère a appelé à propos du barbecue annuel. Et je l'ai entendu crier dans le combiné « Arrête ton cinéma, tu l'amènes. Il faut bien qu'on finisse par la rencontrer. » Pendant tout le trajet, Lustig ne faisait que râler, grommelant à propos de sa famille de Maboul qui allait tout gâcher, comme à leur habitude. Quand on est arrivé, sa tante a ouvert la porte et j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. « Alors ça, tu es vraiment venue ?» a-t-elle soufflé avant de se rattraper, main sur la bouche, comme si elle venait de trop en dire. Derrière elle, sa mère a fondu sur nous. « Ah, bonjour !» Elle s'est présentée, puis a aussitôt changé de sujet. « Oh, le frère de Lustig, Stéphane, est là aussi. Vous devriez apprendre à vous connaître tous les deux, » dit-elle d'un ton si enjoué que cela en devenait gênant. « Maman, arrête s'il te plaît !» a lâché Lustig, mâchoire serrée à se casser les dents. Le silence est tombé sur tout le jardin pendant qu'on avançait, et son frère, surtout, me fixait, bouche bée. « Tu dois être » commence Stéphane, mais Lustig coupe court. Elle n'est pas obligée de faire la tournée des présentations, tranche-t-il, glacial. Sa mère écarte carrément Lustig de son chemin. « Viens, ma chérie, installe-toi ici, près de Stéphane. Vous allez voir, vous avez plein de choses en commun. » À côté de moi, la main de Lustig sur ma cuisse se crispait un peu plus à chaque allusion à Stéphane. « Je vais chercher une bière », lance-t-il. Mais quand il tente de m'embarquer avec lui, Stéphane se lève aussitôt. « Viens m'aider à prendre les bières ?» demande-t-il. Mais c'était plus un ordre qu'autre chose. Puis il se tourne vers son frère. « Maman a besoin d'un coup de main. Reste là. Laisse tomber. Elle n'a besoin de personne. » maugrait Lustig. C'est alors que son père débarque. « Lustig, viens voir la voiture. J'ai une nouveauté à te montrer. » Son ton ferme n'appelait aucune discussion. Dans la cuisine, Stéphane me tend un couteau, une planche, mais rien à couper. Il reste là à me dévisager comme s'il cherchait à comprendre un puzzle impossible. « Ta famille, c'est quelque chose ?» J'essaie de blaguer pour détendre l'ambiance, mais il sourit faiblement. Désolé pour eux, ils veulent bien faire, mais... Il s'interrompt, secoue la tête. Avant qu'il puisse finir, Lustig débarque, furibond. « On s'en va, tout de suite. On vient d'arriver et on s'en va. » Sa mère se plante devant la sortie. « Vous ne partirez pas, pas avant. » Elle échange un drôle de regard avec Stéphane et moi, un truc qui m'échappe. Pas avant le dîner. L'après-midi vire au désastre lent, façon accident au ralenti. Sa sœur, complètement pompette, m'attrape par le visage. « Allez, embrasse Stéphane, de toute façon tout le monde y pense. » Finalement, Lustig m'agrippe par le poignet et me traîne dans un coin, visiblement à bout. « On s'en va. Ma famille essaie de... » Il n'a pas le temps de finir. Stéphane explose. « Ça suffit !» Le silence se fait d'un coup. Sa mère commence. Elle mérite de savoir qu'elle vaut mieux que ça. Stéphane, lui, ne veut plus jouer les gentils. Non, elle doit connaître la vérité. Maintenant. Sa mère vire au blanc. « Stéphane, tu n'es pas en état. Tu viens de l'apprendre ce matin. » « Je comprends très bien, » répond Stéphane. Il se tourne vers sa sœur. « Va me chercher mon ordi. »« Stéphane, je t'en supplie, » tente sa mère. Mais il coupe court. « Vous vouliez m'encourager à la détourner de Lustig sans jamais lui dire ce qu'il avait fait ?» Il s'interrompt en passant une main dans ses cheveux, puis répète « Va chercher l'ordi. » Lustig cherche à m'attraper mais son père le retient. L'air grave. « Tu t'es mis dans cette galère tout seul. » Quand l'ordinateur arrive, Stéphane tremble tellement qu'il a du mal à taper. Mon cerveau ne sait plus quoi regarder. Il fait défiler des dizaines de vidéos de moi, dans ma chambre, sous la douche, en pleine intimité avec Lustig, des moments que je croyais rien qu'à nous. Tout est publié sur Pornhub, avec des titres que je n'ose même pas lire. Petite copine pathétique qui ne vaut rien. Idiote qui se croit importante. Mes jambes flanchent, mais Stéphane me retient, me soutient pendant que je découvre des années de violations, classées selon les likes et les commentaires. Je n'ai appris ça qu'aujourd'hui, souffle Stéphane, complètement brisé. Maman m'a appelé ce matin. Il pensait qu'en te poussant dans les bras d'un autre, jamais tu ne saurais. Il ouvre un autre dossier sur Google Drive. Et tout à coup, la voix de Lustig, bourrée, résonne sur toute la terrasse. « Allez vous faire foutre. Elle ne me quittera jamais pour Stéphane. J'ai tout fait pour la casser. Elle croit qu'elle a de la chance de m'avoir. Je la revends sur Internet et elle est trop conne pour s'en douter. » Stéphane me tient les cheveux pendant que je vomis, tandis que Lustig s'éloigne déjà, prêt à filer en voiture. Mais son père s'interpose. Je suis maintenant assise dans la voiture de Stéphane, devant un motel miteux à 21 minutes du barbecue, incapable d'arrêter de trembler, moteur coupé, silence total. Stéphane ne cherche pas à me réconforter ni à meubler. Il attend juste, et ça me permet de trouver la force d'ouvrir la porte et de marcher vers la réception, même si j'ai l'impression de marcher dans un corps qui n'est plus le mien. À la réception, la femme me jette à peine un regard, se contente de faire glisser une clé vers moi et de m'indiquer l'escalier d'un geste lassé. Stéphane porte mon sac de nuit. Quelqu'un est allé le chercher dans la voiture de Lustig, et je le suis, incapable de réfléchir. La chambre est basique, propre. Stéphane dépose mon sac, puis me dit simplement qu'il reste devant si j'ai besoin de quoi que ce soit. Il sort, et je ferme la porte à double tour, avant de m'effondrer aussitôt. La crise me submerge si fort que je finis par terre, recroquevillée sur une serviette pour étouffer mes sanglots. J'ai l'impression qu'on me broie la poitrine. Impossible de respirer, et chaque fois que je ferme les yeux, je revois ces titres, mon visage à côté. Quand, après une bonne demi-heure,
J'arrive à reprendre un semblant de souffle, une chose est claire, j'ai besoin d'aide. Bien plus que n'importe qui n'aurait pu m'en offrir lors de ce barbecue. J'ai fini par appeler un numéro d'urgence parce que je ne savais plus quoi faire ni à qui me confier. La personne au téléphone commence par m'aider à respirer, puis m'explique calmement que ce que Lustig a fait est bel et bien un crime. Elle insiste. Surtout, ne rien effacer, tout conserver, et songer à porter plainte dès que je me sentirai prête. Elle me conseille aussi d'aller voir un médecin et de chercher un psy spécialisé dans les traumas. Pour la première fois, j'ai devant moi une liste concrète de choses à faire au lieu de rester bloqué par le choc. Stéphane frappe doucement à la porte et me demande s'il peut me ramener quelque chose à manger ou à boire. Quand j'ouvre, il m'attend avec un café et quelques barres de céréales qu'il a récupérées dans le distributeur du hall. Je lui explique ce que la conseillère a dit au sujet des preuves et de la police. Et il propose aussitôt son aide pour tout sauvegarder avant que Lustig n'ait le temps d'effacer quoi que ce soit. On s'installe chacun à un bout du lit, l'ordinateur à portée de main, et je commence à prendre des captures d'écran de chaque titre de vidéo, du nombre de vues, tandis que Stéphane prépare un disque de secours chiffré. On passe 3 heures à tout consigner, à tel point qu'à la fin j'ai vomi 2 fois, et que Stéphane a presque l'air aussi détruit que moi. Les titres sont pires que ce dont je me souvenais lors du choc au barbecue. Petit ami inutile ne sait pas qu'elle est homme manipulé. Crétine pense que je l'aime. Fille pathétique récolte ce qu'elle mérite. Il y en a des dizaines d'autres, tous plus dévastateurs les uns que les autres, classés par date sur presque 3 ans. Stéphane enregistre tout, horodatage et métadonnées compris, la mâchoire serrée à en faire grincer les dents, mais sans jamais commenter ce qu'on est en train de découvrir. Aux alentours de minuit, l'envie de hurler sur Lustig me prend. Je commence à écrire une série de messages de plus en plus furieux, où je lui demande des comptes, où je veux comprendre comment il a pu faire ça à quelqu'un dont il disait être amoureux. Mais Stéphane me rappelle doucement que le moindre contact de ma part pourrait nuire à l'enquête. Alors j'efface tous les textos non envoyés et j'ouvre plutôt l'application de notes pour vider tout ce que j'ai sur le cœur, même si Lustig ne lira jamais rien. Vers 1h du matin, Marlena appelle Stéphane. Il met le haut-parleur et je l'entends supplier qu'on rentre pour tout régler en famille. Elle répète sans arrêt qu'ils sont capables de gérer ça, que rien ne justifie d'impliquer d'autres gens, que Lustig a commis une erreur mais reste mon mec et qu'il faut qu'on trouve une solution. Stéphane tient bon, lui assure qu'on ne rentrera pas et finit par raccrocher, mais à ma demande, il conserve le message vocal parce que, pour moi, cette tentative d'étouffer l'affaire est aussi une forme de preuve. Rhys appelle une vingtaine de minutes plus tard. Sa voix est méconnaissable, calme, honteuse, très loin du ton accusateur auquel je m'attendais. Il s'excuse de n'avoir rien dit plus tôt, assure qu'il vient de l'apprendre dans la matinée après l'appel affolé de Marlena et propose de déposer lui aussi une déclaration à la police sur ce que Lustig a raconté à la famille. J'ai un doute sur le timing, mais la volonté de coopérer compte suffisamment pour que je demande à Stéphane de garder ce message vocal également. Je finis par m'assoupir vers 3h du matin, toujours habillée, à même le dessus de lit du motel, et je me réveille 6 heures plus tard avec 17 appels en absence de Lustig. Stéphane, lui, a dormi dans la voiture sur le parking par peur de me laisser seule tout en évitant de m'imposer sa présence dans la chambre. Je toque à sa vitre pour le réveiller, et il me demande aussitôt si je me sens prête à aller au commissariat. À ma propre surprise, la réponse est oui. Le poste de police est bien plus animé que ce que j'avais imaginé un samedi matin, et l'agent à l'accueil a l'air crevé et méfiant quand je dis que je viens signaler un crime. Mais à l'instant où j'explique que Lustig m'a filmé à mon insu, a publié des vidéos intimes, cite les titres, elle comprend tout de suite, son visage change et elle fait appeler un inspecteur. Je m'installe sur une chaise en plastique, Stéphane assis à côté de moi, serrant contre lui le disque dur contenant toutes les preuves, et j'essaie de ne pas penser au nombre de gens qui ont vu ces vidéos. Un inspecteur finit par arriver, il s'appelle Reed Hensley, à la quarantaine, les cheveux grisonnants, les traits tirés, mais une tranquillité rassurante qui me fait penser qu'il va m'écouter, pas me juger. Il nous fait traverser un couloir qui sent le café froid et les produits d'entretien, passe devant des bureaux où des policiers s'affairent au téléphone ou sur leur rapport, et finit par nous installer dans une petite salle d'interrogatoire où une table en métal côtoie 3 chaises en plastique. Reed nous fait signe de nous asseoir, sort un carnet, fait claquer son stylo 2 fois, puis me regarde avec une attention sincère et apaisante. Les mots sortent d'un coup. Impossible de m'arrêter une fois lancé. Je lui raconte le barbecue, les vidéos découvertes grâce à Stéphane, leurs titres ignobles, la confession de Lustig où il se vante de m'avoir transformée en fille persuadée qu'elle ne vaut rien. Je déroule nos 4 années de relation, dont je comprends seulement aujourd'hui qu'elles n'étaient qu'un tissu de mensonges et de manipulations, la façon dont il m'a isolée de mes amis, puis convaincu que j'avais de la chance qu'il reste avec moi. Reed prend note sans jamais m'interrompre, ponctue parfois d'un signe de tête pour me montrer qu'il écoute, et jamais, pas une seconde, je n'ai l'impression d'être prise pour une hystérique. Quand je termine, j'ai la gorge sèche à force de parler et les mains qui tremblent. Mais Reed garde cette même expression sérieuse, concentrée, sans trace de pitié ou d'écœurement. Il repose son stylo, m'explique que Lustig a sûrement violé plusieurs lois, parmi lesquelles celle sur la vie privée et la diffusion de contenu sexuel sans consentement, mais qu'il doit examiner toutes les preuves rassemblées pour cerner précisément les chefs d'inculpation. Il note un numéro de dossier sur une carte et me la fait glisser sur la table, en me précisant que ce sera ma référence officielle pour l'enquête. Puis, il m'expose chaque étape de la procédure de façon limpide. Ils devront vérifier les contenus, remonter toutes les mises en ligne pour bien attribuer les faits à Lustig, peut-être demander des perquisitions sur ses appareils et chez lui.
Cela risque de prendre des semaines, voire des mois, et il n'y a aucune certitude qu'ils donneront suite. Mais au moins le signalement est officiel et quelqu'un de compétent prend l'affaire en main. Reed demande à Stéphane de lui remettre le disque dur externe avec tous les captures d'écran et les métadonnées, et Stéphane l'approche comme s'il contenait du poison. Reed l'emballe soigneusement, colle l'étiquette avec mon numéro de dossier, puis s'enquiert de l'existence d'autres appareils ou comptes où des preuves pourraient être cachées. Je lui parle de mon téléphone, de mon ordinateur, du cloud de Lustig découvert par Stéphane, des messages vocaux de Marlena et de Rhys que nous avons gardés. Reed prend note de tout et s'engage à tout vérifier. Il change alors d'attitude, son ton devient plus proche. Il me déconseille vivement d'effacer la moindre chose, même si cela me donne envie de tout balancer tellement ces souvenirs me font mal, car la moindre trace peut servir de preuve. Il m'interdit le moindre contact avec Lustig ou sa famille, sauf par l'intermédiaire d'un avocat. Pas de texto, pas d'appel, pas de rendez-vous, quelle que soit leur insistance ou leur menace. Ensuite, il me demande si je me sens en sécurité là où je loge. Lorsque j'explique que je suis dans une chambre d'un motel miteux, il se crispe un instant avant de me recommander de trouver un endroit plus sûr et plus stable pour les jours à venir. Un lieu où Lustig ne pourra pas me trouver, car les mesures d'éloignement prennent du temps à être mises en place, et des types comme lui ne respectent pas forcément les interdits. Stéphane propose d'emblée son appartement, mais je refuse, parce que je ne me vois pas m'installer chez le frère de Lustig, peu importe la confiance que je lui accorde à cet instant. Reed ne me force pas la main, mais me donne les coordonnées d'associations pouvant aider les victimes à trouver un hébergement d'urgence, et il me tend un dépliant sur les mesures de protection à solliciter auprès du tribunal. Avant de partir, il se lève, nous serre la main, promet de me recontacter une fois qu'ils auront examiné les preuves et me demande de l'appeler, sans attendre si Lustig tente quoi que ce soit. Sortir du commissariat dans la lumière crue d'un samedi après-midi me donne l'impression d'émerger après des jours enfermés, alors qu'il ne s'est passé qu'un peu plus d'une heure. Stéphane me ramène au motel, on n'échange pas grand-chose. Je regarde à travers la vitre, les gens mènent leur train-train du samedi, font les courses, promènent leurs chiens, papotent et rient, et je me sens étrangère à leur normalité, incapable de raccrocher leur monde au mien. De retour dans la chambre, je m'installe au bord du lit, sors mon téléphone et fais défiler les contacts jusqu'à Blake. C'est ma plus vieille amie, celle qui ne m'a jamais lâchée, même quand Lustig me compliquait la vie au point d'étouffer mes relations. J'appelle, elle décroche avec son « salut », joyeux, et je fonds en larmes, sans même réussir à articuler un mot. Elle perçoit tout de suite que ça ne va pas, demande où je suis, si je suis en sécurité, je balance tout, pêle-mêle, le barbecue, les vidéos, les titres, les aveux de Lustig, la plainte, tout se mélange dans une litanie hachée de sanglots. Blake écoute, sans interrompre, sans interroger, elle laisse juste couler ce torrent jusqu'au bout, puis me dit, sans la moindre hésitation, « Tu viens chez moi, tu restes autant que tu veux. » Elle vit dans un studio minuscule mais insiste pour que je prenne le canapé. Elle prévoit même de poser des jours de congé pour m'épauler et m'aider à remettre de l'ordre dans ma tête. Savoir que j'ai un refuge où aller, loin de la famille de Lustig, me fait pleurer de soulagement, et Blake reste au téléphone jusqu'à ce que je retrouve un souffle plus calme. Elle se propose de venir me chercher, mais je lui dis que Stéphane pourra m'accompagner. Elle me fait promettre de venir tout de suite et assure qu'elle préparera à manger et sortira des couvertures. Stéphane m'emmène, on traverse la ville et il porte mon sac jusqu'au 3e sans broncher, tandis que je monte derrière lui, encore sonné. Blake ouvre avant même qu'on frappe et me serre dans ses bras, longuement, jusqu'à ce que je me sente enfin en sécurité. Elle remercie Stéphane pour toute son aide. Il hoche la tête, gêné devant tant de gratitude, puis me tend le disque dur avec toutes les preuves, soigneusement rangé dans un sac plastique, m'indiquant qu'il en a fait 3 copies rangées à différents endroits et noté toutes ses coordonnées sur un bout de papier qu'il glisse dans ma main. Je le remercie, et il me regarde avec un mélange de peine et de culpabilité. Je suis désolée que ma famille t'ait infligé ça. J'aurais voulu comprendre plus tôt, j'aurais dû voir que quelque chose clochait. Puis il file avant que j'aie le temps de répondre. Blake me prend alors le bras, me fait entrer, verrouille la porte. Elle a déjà préparé un coin dans son salon, empilé des couvertures et des oreillers pour rendre le canapé accueillant. Elle ne cherche pas à me tirer les verres du nez, préfère s'affairer dans la cuisine à préparer du thé, sort quelques encas. On commande des plats chinois, on mange sur le canapé devant la télé, devant une émission de cuisine où le drame, au final, c'est juste un soufflet raté, et le temps de quelques heures, j'arrive presque à me convaincre que c'est un samedi entre copines comme un autre, pas le naufrage de ma vie. Mais au moment de dormir, allongée dans le canapé de Blake avec un pyjama qu'elle m'a prêté, dès que je ferme les yeux, je revois ces titres de vidéos. Petite amie pathétique, idiote qui croit qu'on l'aime, et je pense à tous ces inconnus qui m'ont vu à mon insu, qui ont laissé des commentaires, des j'aime, qui ont partagé mon intimité sans mon accord. Je les imagine derrière leur écran à profiter de mon humiliation. La nausée me reprend. Blake m'entend sans doute pleurer, car vers 2 heures du matin, elle sort de sa chambre, vient s'asseoir par terre près du canapé, sans parler, et reste là jusqu'à ce que je m'endorme. Lundi matin, j'ouvre les yeux alors qu'elle est déjà prête à partir bosser, mais elle a fait du café et m'a laissé un petit mot. « Appelle-moi si tu as le moindre souci. » Je retrouve la brochure que Reed m'avait donnée sur les associations d'aide aux victimes, et les mains tremblantes, je compose le numéro indiqué. Une femme décroche. Dès que je lui expose la raison de mon appel,
Sa voix se fait douce, très posée. Elle m'explique en détail ce que je peux faire pour obtenir une ordonnance de protection contre Lustig, la différence entre une mesure d'urgence et une protection plus longue, les preuves à fournir, les restrictions possibles, le temps que la procédure peut prendre. Elle me recommande aussi des thérapeutes spécialisés dans le traumatisme et l'atteinte à la vie privée, notamment une certaine Dina Gray, disponible immédiatement. Je note les infos à la va-vite, la remerciant 1000 fois avant de raccrocher. Ensuite, j'appelle le cabinet de Dina. Sa secrétaire me décroche un rendez-vous pour mardi après-midi, une place vient de se libérer et Dina tient à me voir rapidement. Mardi, je monte dans un Uber direction le cabinet de Dina, installé dans un immeuble professionnel tout calme, en centre-ville. L'accueil est chaleureux, lumière tamisée et fauteuil moelleux, rien à voir avec le néon brutal du commissariat. Dina elle-même vient me chercher, une femme d'une 50aine d'années, le regard très doux, les cheveux gris relevés en chignon. Dès qu'on entre dans son bureau, l'odeur de lavande et les plantes alignées sur la fenêtre rendent l'atmosphère bien moins froide que ce que j'imaginais. Elle ne me force pas à tout déballer d'emblée, et ça, je ne m'y attendais pas. Elle commence par m'apprendre quelques techniques simples pour m'ancrer quand l'angoisse monte, du style poser les pieds par terre et citer 5 objets autour de moi. Petit à petit, elle m'aide à construire un plan de sécurité. Quoi faire si je tombe sur Lustig ou si les pensées tournent en boucle? Qui appeler en cas de pépin? On parle aussi du fait que le traumatisme s'imprime dans le corps, que la guérison n'est jamais droite, que certaines journées seront plus dures et que c'est entièrement normal. Pour la première fois depuis le barbecue, j'ai la sensation que je ne serai pas éternellement cassée, qu'un jour, même si la route est encore floue, j'arriverai à avancer. Il va bien falloir que je dise un mot à ma supérieure. J'ai déjà raté 2 jours et il me faut de la latitude pour les démarches juridiques et la thérapie. Je l'appelle le mercredi matin, en restant évasive. Je traverse une période compliquée, il y a des démarches administratives et juridiques, j'aurai besoin de quelques aménagements. À ma grande surprise, elle comprend, elle me demande simplement ce dont j'ai besoin sans me cuisiner. Je lui propose de télétravailler quelques semaines, elle accepte tout de suite et me rassure. Mon poste est sécurisé, le temps de régler tout ça. Je n'en dis pas davantage, parce que la honte que tout le monde au boulot soit au courant de ce qu'a fait Lustig serait trop dur à porter. L'idée que certains puissent tomber sur ces vidéos et me voir dans cet état me donne juste envie de disparaître. Mais au moins, je sais que je ne vais pas perdre mon emploi par-dessus le reste. Mercredi après-midi, la référente des victimes me rejoint au tribunal pour m'aider à déposer une demande d'ordonnance de protection en urgence. Me retrouver devant le juge pour expliquer pourquoi j'ai besoin d'être protégée d'un homme avec qui j'ai partagé 4 ans de ma vie me paraît irréel. Le juge, une femme d'un certain âge, lunettes sur le bout du nez et regard intransigeant, m'écoute sans m'interrompre tandis que je raconte l'existence des vidéos, leur contenu, la peur qui m'étreint maintenant que Lustig sait que j'ai contacté la police. Je lui tends le numéro de dossier fourni par Reed et précise qu'une enquête est déjà en cours. La juge me pose quelques questions. Est-ce que Lustig a tenté de me joindre depuis le barbecue? Est-ce qu'il sait où je vis? Est-ce que je crains pour ma sécurité? Je réponds franchement, la voix encore fragile, et elle hoche lentement la tête. Elle accorde une ordonnance provisoire. Lustig n'a plus le droit de m'approcher à moins de 150 mètres, ni chez moi, ni à mon travail, ni de m'appeler, avec effet immédiat. Ce n'est presque rien, juste un papier. Mais savoir qu'il y aurait des sanctions judiciaires s'il franchit la limite me fait sentir un peu moins exposée. Une audience complète sera fixée dans 2 semaines. Lustig pourra s'expliquer, mais d'ici là, je suis officiellement protégée. Sortir du tribunal, ordonnance en main, donne vraiment l'impression d'avoir repris un peu pied. Jeudi matin, j'ai rendez-vous chez Justina Westbrook, dans un immeuble du centre-ville tout en verre, où trouver une place de parking relève du miracle. Son assistante m'installe dans une salle de réunion qui sent le cuir et le café, et Justina me rejoint peu après, carnet jaune et dossier à mon nom sous le bras. Elle doit avoir la 50aine, cheveux gris tirés en arrière, regard direct, rien ne semble lui échapper. Elle s'assoit en face de moi, parcourt rapidement les papiers envoyés par Reed, puis les met de côté pour se concentrer sur moi. Elle m'explique que la procédure pénale dépendra du procureur, qui tranchera sur la base de l'enquête de Reed et des éléments réunis, mais que je peux aussi lancer une action au civil, en parallèle ou séparément. Elle m'expose les différentes formes de préjudice, le respect de la vie privée, les indemnisations possibles pour la thérapie et le reste. Toujours calme et claire, elle détaille les options, mais ne me fait pas miroiter de miracle. Une procédure civile peut traîner des mois, parfois des années, et il faudra tout revisiter devant les juges. Je lui demande franchement si ça vaut vraiment le coup. Elle ne me donne pas de réponse toute faite. Ça dépend de ce que vous attendez, au-delà du volet pénal. Puis elle me parle des coûts, des possibilités de rémunération au résultat, et me laisse 1 semaine pour réfléchir. Au bout d'1 heure et demie, la tête pleine de termes juridiques et de stratégie, au moins j'y vois plus clair qu'en entrant. Avant que je parte, Justina me conseille aussi de contacter les sites qui hébergent les vidéos pour en demander la suppression, et elle me donne le contact de Mason Kwan, un spécialiste de la gestion de la sécurité et de la confiance sur les plateformes, avec qui elle a déjà collaboré dans ce genre d'affaires. Mason connaît le dossier sur le bout des doigts, il saura vous accompagner dans toutes ces démarches, ce sera bien plus simple et rapide que si vous vous débrouillez seul. Je prends sa carte de visite, la remercie poliment, puis je reste de longues minutes, figée dans ma voiture au sous-sol, à reprendre mon souffle et à essayer de digérer tout ce qui vient de se passer avant de retrouver l'appartement de Blake. Ce même après-midi, j'envoie un mail à Mason à l'adresse que Justina m'a donnée. Un message court, formel,
dans lequel je présente brièvement la situation et la nature des contenus qu'il faut faire disparaître. J'indique le numéro de dossier transmis par Reed, précise que Justina m'a recommandé, puis j'envoie le mail sans trop hésiter, essayant de ne pas laisser la panique reprendre le dessus. Mason me répond en moins de 3 heures, ce qui me sidère vu la somme de dossiers qu'il doit gérer. Son message est à la fois précis et bienveillant, jamais paternaliste, et il détaille étape par étape la procédure pour signaler la diffusion non consentie de contenu intime sur différentes plateformes. Il m'explique que je devrais prouver mon identité par des moyens sécurisés et fournir des éléments montrant l'absence de consentement, ce qui m'inquiète par son côté intrusif, mais me semble aussi indispensable. Il me conseille sur les plateformes qui réagissent rapidement, celles où ça risque de s'éterniser ou d'être ignoré, puis il me prévient d'un point que je préférais fuir. Pour les grandes plateformes, la suppression fonctionne souvent, mais ceux qui ont enregistré les contenus peuvent les diffuser ailleurs. Il est quasiment impossible de tout effacer d'Internet une fois que ça circule en dehors du site d'origine. Lire ça me donne la nausée, mais au moins, je suis lucide et je n'attends plus naïvement une issue parfaite. Mason me propose de s'occuper à ma place de toutes les demandes de suppression si j'ai besoin d'être accompagnée, et j'accepte tout de suite, parce que gérer tout ça toute seule me semble hors de portée. Vendredi matin, Stéphane m'envoie un message pour prendre de mes nouvelles, et je réalise qu'on ne s'est pas parlé depuis qu'il m'a déposé chez Blake, il y a 4 jours. J'étais tellement absorbée par les démarches juridiques et les rendez-vous médicaux que je n'ai même pas pris le temps de me tourner vers la première personne qui m'a protégée et montré les preuves. Je lui propose un café, il répond dans la minute, choisit un lieu à l'autre bout de la ville, bien loin des habitudes de Lustig. On se retrouve samedi après-midi. Stéphane a l'air épuisé, on sent qu'il dort mal lui aussi. Il prend un café, s'assoit en face de moi dans un coin tranquille, et avant même que je puisse formuler la moindre question, il met les choses à plat. Je veux t'aider du mieux que je peux, mais je n'ai aucune intention de prendre la place de mon frère, ni de provoquer la moindre ambiguïté. Si jamais tu te sens mal à l'aise avec mon soutien, il faut me le dire. Cet avertissement, direct et sans détour, me soulage d'un poids dont je ne savais même pas l'existence. Je peux accepter sa présence sans arrière-pensée, soulagé qu'il ait dissipé d'emblée tout malentendu, et je le remercie pour sa franchise. On discute près d'1 heure de nos boulots, de ce qu'on lit, sans un mot sur Lustig, ni sur ce qui s'est passé. Et c'est étrangement apaisant d'avoir, pour une fois, une conversation normale, loin du traumatisme et des démarches. Au moment de partir, il me rappelle « Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu n'hésites pas, d'accord ?» Et oui, pour une fois, je le crois vraiment. Dimanche après-midi, mon téléphone sonne, numéro inconnu. J'hésite à décrocher, mais j'ai un pressentiment. Marlena, sans même se présenter, commence à toute vitesse. L'ex de Lustig était une folle, manipulatrice. C'est pour ça que la famille est si méfiante. Selon elle, je réagirais peut-être excessivement, comme l'ex justement. Lustig a ses défauts, mais ce n'est pas un mauvais garçon, et on pourrait quand même discuter tous ensemble calmement, non ? Blake est en face de moi quand ça arrive. Elle sort son téléphone et commence à enregistrer en me lançant un regard appuyé pour que je garde mon sang-froid. Je laisse Marlena tourner en boucle pendant 5 minutes, sa voix se faisant plus fébrile quand elle comprend que je ne rentre pas dans son jeu et que je ne me justifie pas. Quand elle finit par s'essouffler, je la remercie d'une voix très posée, puis je raccroche sans répondre à aucune de ses tentatives de me faire douter. Blake arrête l'enregistrement. On sauvegarde aussitôt le fichier avec la date et l'heure, on l'ajoute à toutes les preuves que la famille continue de me mettre la pression et de tenter de me manipuler. Je préviens aussitôt Reed de l'appel. Il me répond en quelques minutes de consigner à chaque fois tout contact avec la famille, car cela pourrait servir si elle essaie un jour de s'immiscer dans la procédure. Samedi matin, quelqu'un frappe à la porte de Blake. Je me fige jusqu'à ce qu'elle vérifie discrètement et m'annonce que c'est Rhys. J'accepte qu'il entre, surtout parce que Blake est présente et que j'ai déjà prévenu Reed par message que je le verrais. Rhys arrive un vieil ordinateur portable en main, au moins 5 ans d'âge, qu'il pose très délicatement sur la table basse, comme si l'appareil était un objet sensible. Il explique qu'il appartenait à Lustig pendant ses années de fac, qu'il l'a retrouvé par hasard dans le garage et qu'il pense qu'on pourrait peut-être y trouver des indices sur l'origine de tout ça. Il a les mains qui tremblent un peu en parlant, et c'est clair qu'il est secoué, pas en train de jouer un rôle. Il me confie qu'il a lancé un ultimatum à Lustig. Soit il se fait vraiment aider et assume ce qu'il a fait, soit il sera définitivement coupé du soutien familial. Je ne sais pas trop si je dois croire toutes ces versions sur ce qu'il savait ou non à telle date, mais je constate que ces actes sont toujours du côté de la prise de responsabilité, pas du déni. Je prends l'ordinateur et promets de le remettre à Reed. Rhys repart presque aussitôt, comme incapable d'affronter plus longtemps sa propre culpabilité. Plus tard dans la journée, je commence à trier les objets que Lustig m'a offerts au fil des années, pour décider ce que je garde, ce que je jette. Un collier offert pour notre 2e anniversaire, une photo encadrée d'un voyage, une peluche de notre 1er anniversaire dont je ne me sépare pas toujours. Je prends en main une boîte en bois décorative qu'il m'avait offerte il y a 6 mois, quand je remarque soudain que son poids ne me semble pas normal. Je l'ouvre, je retrouve bien les bijoux, comme dans mon souvenir, mais en soulevant la doublure en velours, je tombe sur une mini-caméra, toujours en train d'enregistrer sur une carte mémoire. La caméra est placée de façon à filmer mon lit, comme si la boîte était restée dans ma chambre dès le départ. Mes mains tremblent tellement que je manque de tout faire tomber, mais j'arrive tout de même à déposer la boîte avec soin avant de la glisser dans un sac en plastique, histoire de la garder en guise de preuve. J'appelle Reed, la voix bien plus aiguë que d'habitude.
pour tout lui raconter. Il me demande aussitôt d'éviter d'y toucher et m'assure qu'il passe la prendre sur le champ. Il débarque chez Blake une demi-heure plus tard, équipé de gants et de sacs pour l'épreuve, prend des photos de la caméra encore en place, puis la retire méticuleusement. Il récupère aussi l'ordinateur que Reese avait rapporté, en expliquant que ce genre de preuves matérielles pèse lourd dans un dossier, bien plus que de simples fichiers numériques. Reed ajoute qu'il est déjà en train de demander un mandat de perquisition pour l'appartement et le matériel de Lustig, précisant que la découverte de la caméra justifie d'élargir les recherches. Il espère obtenir le feu vert d'ici la semaine prochaine. À partir de là, on saura bien mieux ce que cachait Lustig. L'idée qu'il puisse y avoir d'autres caméras ou enregistrements me rend littéralement malade. Mais au moins, Reed prend tout ça au sérieux et avance vite. Le mardi soir, Jérémy m'appelle. J'hésite avant de décrocher, mais la curiosité finit par l'emporter. Cette fois, elle a retrouvé son calme. Sa voix est posée, et elle s'excuse pour tout ce qu'elle a pu dire au barbecue à propos de Stéphane et de ce baiser. Elle concède que Marlena avait monté tout le monde contre moi des semaines avant mon arrivée, répétant que si on me tournait vers Stéphane, je finirais par quitter Lustig sans jamais rien apprendre sur les vidéos. Jérémy avoue qu'elle s'en est voulu de participer à cette manigance, mais qu'elle n'a jamais su comment tenir tête à sa mère. Aujourd'hui, elle se sent responsable de tout ce qui s'est passé. Je ne prétends pas que tout va bien, car ce n'est vraiment pas le cas, mais je reconnais qu'elle prenne l'initiative de m'appeler pour assumer ses actes au lieu de s'inventer des excuses. Elle propose même de témoigner auprès de Reed au sujet des pressions familiales et des manipulations de Marlena, si cela peut faire avancer l'enquête, et je lui promets de prévenir Reed qu'elle est prête à coopérer. La conversation ne dure pas longtemps, mais elle résonne juste, rien à voir avec l'appel de Marlena, et je raccroche en me disant qu'au moins une personne de cette famille tente de faire ce qui est juste, même si tout est loin d'être simple. Travailler devient chaque jour plus compliqué, même à distance. Tellement il m'est difficile de me concentrer sur le boulot tandis que l'enquête, la thérapie et cette peur viscérale que quelqu'un ait vu ces vidéos occupent tout mon esprit. Je commence à louper des échéances, ce qui ne m'était jamais arrivé, et ma supérieure s'en rend vite compte. Elle me propose une visioconférence mercredi matin pour discuter de la situation. Elle me demande si tout va bien et, à ma grande surprise, je me confie davantage que prévu, sans entrer dans les détails mais suffisamment pour qu'elle saisisse la gravité de ce que je traverse. J'évoque la procédure, la thérapie, la nécessité d'organiser autrement mon emploi du temps, et elle ne cherche pas à en savoir plus. Elle fait aussitôt intervenir les RH pour aménager officiellement mon poste, et moins de 2 heures après, je reçois un mail qui confirme que je peux passer à temps partiel pendant 1 mois, avec les horaires modulables pour mes rendez-vous. Ma supérieure m'assure que mon emploi est garanti le temps que tout cela se calme, et le soulagement d'être enfin rassurée me submerge. Pour la première fois depuis des jours, je me laisse aller à pleurer. Jeudi après-midi, Reed m'appelle. Il m'annonce que le tribunal a notifié l'ordonnance de protection à Lustig ce matin même, mais moins d'1 heure plus tard, il avait déjà violé la décision en m'appelant 12 fois de suite depuis son propre numéro. Je n'ai répondu à aucun appel, mais j'ai tout noté, avec les horaires, et Reed me demande de documenter systématiquement chaque atteinte, car cela jouera en ma faveur pour la suite. Le fait que Lustig soit incapable de respecter une mesure d'éloignement ne serait-ce qu'1 heure prouve à quel point il manque totalement de contrôle ou de remords, et je me sens soulagée de loger à un endroit qu'il ignore. La semaine suivante, Reed me joint pour m'annoncer que le mandat de perquisition a été validé et qu'ils interviennent dans la matinée. Je fais les 100 pas dans le salon de Blake pendant plus de 3 heures, ne quittant pas mon téléphone des yeux, jusqu'à ce que Reed m'envoie enfin un message. Ils ont terminé et ont tout saisi chez Lustig. Ordinateur portable, téléphone, tablette, 3 disques durs externes et 2 autres caméras cachées installées dans son placard, également braquées sur le lit. Reed m'explique qu'ils ont placé Lustig en garde à vue pour l'interroger, mais qu'il a aussitôt demandé un avocat et n'a rien dit de compromettant. 4 heures plus tard, Reed me rappelle, la voix épuisée, pour m'annoncer que Lustig a payé sa caution et est ressorti dans la foulée. La nouvelle me fait trembler si fort que je fais tomber mon téléphone, et c'est Blake qui doit le ramasser pour remettre la conversation sur haut-parleur. Reed tente de me rassurer en m'expliquant que Lustig reste surveillé et que l'ordonnance tient toujours, avec des conséquences graves à la moindre infraction. Pourtant, je ne peux penser qu'à une chose. Il est dehors, quelque part, en colère, et il sait très bien où je travaille, même s'il ignore où je suis hébergée. Je ne ferme pratiquement pas l'œil de la nuit, tressaillant au moindre bruit chez Blake, et vérifiant sans cesse verrous et fenêtres, avant de finir par m'effondrer de fatigue autour de 4 heures du matin. 3 jours plus tard, Reed m'appelle avec les résultats de la police scientifique et me demande de passer au commissariat car il y a du nouveau. J'y vais, le ventre noué, et Reed m'emmène dans la même petite salle d'audition où j'avais tout révélé la première fois. Il ouvre son ordinateur et me montre un tableau qui me donne le vertige. Des sauvegardes cloud qui remontent à 5 ans, ce qui veut dire du contenu antérieur à notre relation officielle, à un moment où je croyais encore que tout cela ne comptait pas vraiment. Des centaines de fichiers, rangés par date et lieu, avec des commentaires sur ce qu'ils contiennent. Vidéos, photos, enregistrements audio. Reed fait défiler la liste, et je vois défiler des entrées liées à ma chambre, ma salle de bain, mon salon, notre hôtel d'anniversaire il y a 2 ans, sa voiture, même une cabine d'essayage d'un magasin où nous étions allés ensemble. La plupart du temps, je n'avais même pas conscience d'être filmée. Aucune caméra ni téléphone en vue, et pourtant, tant d'angles et de moments ont été capturés à mon insu. L'ampleur de tout ça dépasse largement ce qui a circulé en ligne, et je prends soudain la mesure que, finalement,
Pratiquement rien dans ma relation n'a jamais été vraiment privé. Reed me laisse un moment pour encaisser le choc et me propose un verre d'eau, mais je reste simplement là, figée devant ce tableau, à essayer de comprendre comment on peut agir ainsi pendant des années entières. Plus tard dans l'après-midi, j'ai mon rendez-vous habituel avec Dina, et je passe la séance à tenter de lui expliquer le rapport d'expertise, à lui faire saisir ce que ça signifie pour moi. Elle m'aide à réaliser que la vraie atteinte ne concerne pas seulement la diffusion des images, mais bien la destruction progressive de mon intimité et de mon autonomie, dégradée jour après jour. On n'a même pas le temps d'aborder les exercices prévus. Je suis incapable de digérer le fait que Lustig m'ait filmé jusque dans mes moments les plus vulnérables, mes conversations à cœur ouvert ou quand je vivais tout simplement chez moi. Le lendemain, Reed m'apprend que Stéphane est venu pour sa déposition officielle en tant que témoin, et que tout s'est très bien passé. Stéphane a remis l'enregistrement de la confession de Lustig, fait alors qu'il était ivre pendant le barbecue, et il a détaillé ce qu'il savait, ainsi que les tentatives de la famille pour étouffer l'affaire. Reed commente. Stéphane a été très coopératif. Il s'est montré crédible et n'a ni tenté de minimiser, ni de couvrir Lustig. Son témoignage ne fait que confirmer tous les éléments que j'ai partagés et éclaire les rapports au sein de la famille, notamment la pression que Marlena exerçait juste avant mon arrivée au barbecue. C'est un véritable soulagement d'avoir enfin quelqu'un de la famille de Lustig prêt à témoigner contre lui. D'un coup, la situation paraît un peu moins pesante, même si tout a commencé dans un isolement total. Reed a également interrogé Marlena, mais d'après lui, ça a été une toute autre histoire. Il me rappelle plus tard pour m'informer du déroulé. Elle changeait constamment de version durant l'entretien. Elle a commencé par jurer qu'elle n'avait rien su des vidéos avant le matin du fameux barbecue, quand Stéphane l'a prévenue. Mais sous la pression, elle a fini par reconnaître qu'en réalité, elle l'avait appris plusieurs semaines plus tôt. Ensuite, elle a encore modifié son discours, disant cette fois que Lustig lui avait assuré qu'il s'agissait de vidéos tournées avec mon accord, à deux, et qu'elle n'avait aucune raison de douter de lui. Reed a relevé toutes ces incohérences et contradictions dans son rapport, m'expliquant que ces mensonges et tentatives de dissimulation ne font que renforcer le dossier, en confirmant que la famille était bien consciente de la culpabilité de Lustig. Pendant ce temps, Mason me fait parvenir un mail, avec du bon et du moins bon. D'abord, il a réussi à obtenir la suppression des vidéos sur la principale plateforme où elles étaient hébergées, grâce à un dialogue poussé avec les modérateurs et en prouvant que leur publication s'est faite sans mon consentement. Mais, 3 jours plus tard, il découvre les mêmes vidéos disséminées sur au moins 7 sites secondaires, autrement plus difficiles à atteindre. Il a mis en place des alertes pour suivre toute réapparition de mon nom ou de mon image et continue d'adresser des demandes de retrait à chaque site concerné, mais il reste lucide. Ça risque de durer très longtemps, parfois même des années. Certains sites sont hébergés à l'étranger ou hébergés dans des zones grises au niveau du droit, ce qui complexifie tout. Savoir que ces images puissent circuler indéfiniment sur Internet me donne littéralement la nausée, mais au moins, quelqu'un agit pour limiter les dégâts et pour pister toute nouvelle diffusion. La semaine suivante, Justina me convoque dans son bureau pour faire le point sur la stratégie côté civil. Elle a envoyé des lettres officielles à toutes les plateformes où Mason a repéré les vidéos, pour leur enjoindre de conserver preuves et métadonnées en cas d'action judiciaire. Elle a aussi rédigé une lettre de mise en demeure à l'avocat de Lustig, exposant en détail toutes les atteintes à ma vie privée, la souffrance que ça m'a infligée et la violation des lois sur la vengeance pornographique. Ce courrier propose d'ouvrir des négociations pour un accord à l'amiable avant de passer par la justice, avec 30 jours pour répondre. J'explique à Justina que l'argent ne m'intéresse pas vraiment. Ce que je souhaite par-dessus tout, c'est que Lustig comprenne la gravité de ses actes et soit empêché de recommencer avec qui que ce soit. Elle me rassure en disant que la menace d'une procédure civile nous offre un moyen de pression dans l'instruction pénale. Et puis, les dommages et intérêts permettraient de couvrir mes frais de thérapie et la dégradation durable de ma réputation et de mon équilibre. Pendant ma séance suivante, Dina m'initie à la thérapie comportementale et cognitive pour lutter contre les pensées intrusives et la honte qui me submergent sans prévenir, plusieurs fois par jour. On s'entraîne à remettre en question ces réflexes automatiques qui me font croire que tout est de ma faute ou que j'aurais dû anticiper ce que préparait Lustig. Elle me fait écrire ses idées noires, examiner ce qui plaide pour ou contre et trouver une façon plus nuancée de voir les choses. Au début, l'exercice me semble forcé, presque factice, comme si je faisais semblant de croire à ses raisonnements sans que ça prenne vraiment. Mais Dina insiste. Ce qui compte, c'est de pratiquer, même sans y croire totalement au départ, parce qu'à force, le cerveau finit par intégrer ce nouveau regard, plus juste. Après quelques semaines à m'y tenir chaque jour, je remarque que j'arrive parfois à stopper la spirale de la honte avant qu'elle ne me submerge complètement, à identifier le schéma lorsqu'il démarre et à réorienter mes pensées avant de sombrer dans le « je ne vaux rien » ou le « je suis stupide de n'avoir rien vu ». Un vendredi soir, seule, je télécharge une appli de rencontre en me disant que ça pourrait m'aider à avancer, à me prouver qu'il existe encore des gens différents de Lustig. Je passe 20 minutes à remplir mon profil et à choisir des photos qui me paraissent neutres, rassurantes. Mais dès que je commence à faire défiler les profils, une crise de panique m'envahit d'un seul coup à l'idée qu'un inconnu ait vu ces images-là, qu'il me reconnaisse, qu'il connaisse des détails intimes de mon corps ou de ma vie privée. La gorge serrée, incapable de respirer, je supprime l'appli en moins de 10 minutes, assise par terre dans ma salle de bain à tenter de me calmer. À la session suivante, je raconte tout à Dina.
Elle m'aide à comprendre que je ne suis pas encore prête pour les rencontres et qu'il n'y a rien de plus normal. La guérison n'obéit à aucune règle et me bousculer ne ferait qu'aggraver les choses. Ces derniers temps, ce que je retiens, c'est que ma priorité, c'est ma sécurité et mon équilibre. Pas de prouver à qui que ce soit, ni à moi-même, que j'ai tourné la page ou que je ne suis pas brisée. 2 semaines plus tard, Reed m'appelle avec une nouvelle qui me fait littéralement vaciller. L'équipe d'experts a retrouvé d'autres fichiers enregistrés sur les appareils de Lustig, des vidéos qui n'avaient jamais été publiées, notamment des enregistrements dans des toilettes ou des cabines d'essayage d'endroits où nous étions allés ensemble. Il s'agit parfois de lieux publics où filmer est interdit, même avec le consentement des personnes présentes. Les toilettes d'un restaurant où nous avions fêté notre anniversaire, ou la cabine d'essayage d'un grand magasin alors que j'essayais des vêtements et qu'il attendait dehors. Reed m'explique que les poursuites risquent donc de s'étendre à d'autres infractions, car filmer dans ces espaces viole d'autres lois, bien plus strictes que celles applicables à une propriété privée. Le parquet prend l'affaire très au sérieux et s'oriente désormais vers plusieurs chefs d'inculpation pénale. Le lendemain matin, Reed passe par Stéphane pour me faire savoir qu'il a remis la main sur l'ancien téléphone de Lustig, un appareil qui date de 2 ans, qu'il a retrouvé au fond d'un carton dans son garage. Il l'a immédiatement remis à Reed sans prévenir Marlena, car il ne lui fait absolument pas confiance. Il craint qu'elle intervienne ou qu'elle tente de faire disparaître des preuves. Reed me dit qu'il refuse désormais de protéger son fils et qu'il souhaite que tout soit utilisé pour faire avancer l'enquête. Je ne suis pas certaine de pouvoir lui faire totalement confiance, ni de savoir s'il cherche vraiment à assumer ou simplement à se décharger de sa propre culpabilité, mais au moins, ses gestes aident l'enquête au lieu de la faire capoter, bien plus que tout ce que Marlena a fait jusqu'ici. 3 jours plus tard, Reed m'annonce que le procureur veut aller de l'avant avec des accusations formelles, et il faut donc fixer une audience préliminaire. Au téléphone, il précise qu'il ne s'agit pas d'un procès. L'audience sert simplement à convaincre le juge que les preuves suffisent pour engager des poursuites. Je serai appelée à témoigner, à raconter notre relation et comment j'ai découvert les vidéos. Mais l'essentiel de l'audience portera sur les preuves matérielles collectées sur les appareils de Lustig. Reed ajoute que le procureur est assez confiant, vu ce que l'expertise a révélé, et la date est fixée à 3 semaines. En raccrochant, je ressens un drôle de mélange entre un début d'apaisement, parce que, enfin, l'affaire est prise au sérieux, et une terreur viscérale à l'idée de devoir exposer devant des inconnus les détails les plus intimes et douloureux de ma vie. Le mardi suivant, en quittant le travail vers 18h, je remarque Marlena, plantée à côté de ma voiture sur le parking. Un frisson me parcourt, l'ordonnance de protection ne concerne que Lustig, pas sa famille, et elle le sait bien. Elle s'avance encore alors que j'approche et entame son discours, m'empêchant même de lui dire de partir. Elle dit « Tu es en train de gâcher la vie de mon fils pour une seule erreur. Lustig voit un psy maintenant. Il fait des efforts pour changer. Tu ne pourrais pas lui pardonner et laisser tomber les poursuites. » Son ton plaintif aurait sans doute pu m'atteindre il y a quelques mois. Mais ce jour-là, je ne ressens qu'une colère froide d'être piégée ainsi à mon travail. Je respire un grand coup et je lui réponds calmement « Je n'abandonnerai rien. Ce que Lustig a fait n'a rien d'une simple erreur. C'est une succession de violations qui ont duré des années. » Elle tente de répliquer mais je l'ignore et monte dans ma voiture, que je verrouille sans attendre. En sécurité, j'appelle immédiatement Reed pour lui raconter la scène. Il me demande si j'ai pu enregistrer, ce qui n'est pas le cas, et il m'incite vivement à avoir mon téléphone prêt à l'avenir. Car même si la famille de Lustig n'est pas couverte par l'ordonnance, tout enregistrement serait précieux si l'intimidation se répétait. Le lendemain matin, je retrouve Reed pour lui remettre par écrit un compte rendu détaillé de ce que Marlena a dit sur le parking, en reprenant mot pour mot ses propos sur les charges et la thérapie de Lustig. Reed enregistre tout cela dans le dossier, précisant que le procureur surveille de près ces interventions répétées de la famille pour mettre la pression et entraver la procédure. Il évoque ouvertement la possibilité d'ajouter des poursuites pour subornation de témoins si Marlena ou un autre membre persiste à me contacter. Savoir que ces tentatives de manipulation se retournent contre elle et servent en fait à consolider l'affaire me soulage. Reed m'équipe aussi d'un petit dictaphone à garder sur moi, au cas où quelqu'un tenterait de m'acculer à nouveau quelque part. L'après-midi, j'ai rendez-vous avec Justina pour préparer ma déposition sur l'impact que tout ça a eu sur moi, à présenter lors de l'audience préliminaire. Elle m'explique que j'aurai la possibilité de m'adresser directement au juge sur les conséquences de ce que Lustig a commis et que cette note sera intégrée au dossier. On passe 2 heures dans son bureau et j'essaie de mettre des mots sur tout ce que j'ai traversé. J'écris la trahison de quelqu'un en qui j'avais une confiance aveugle. Le fait qu'il n'a pas seulement filmé sans mon consentement, mais aussi tenté de m'humilier par des commentaires et des titres abjects. J'évoque mes nuits blanches, ce sentiment d'insécurité jusque dans ma chair, mon incapacité à faire confiance à mes propres perceptions parce que j'ai été aveugle pendant 4 ans. J'explique les crises de panique, la peur qu'un proche ait visionné ses vidéos, la manière dont il a transformé des moments intimes en spectacle pour des inconnus qui se permettaient de noter mon corps ou de ricaner dans les commentaires. Relire tout ça à voix haute à Justina m'arrache des sanglots, mais elle me rassure. C'est puissant, c'est vrai, et c'est exactement ce que le juge doit entendre. Elle en fait plusieurs copies, en dépose une au tribunal, et je repars avec la mienne, même si rien que la relire me retourne l'estomac. 2 jours avant l'audience préliminaire, je reçois un appel d'un numéro inconnu.
J'hésite à répondre, mais quelque chose me pousse à décrocher, et j'entends la voix de Jérémy, tendue, qui parle à toute vitesse et m'annonce qu'elle a quelque chose d'important à me confier. Elle m'explique qu'elle est prête à venir témoigner à l'audience sur les pressions familiales et sur la façon dont Marlena a tout fait pour manipuler la situation, même si cela veut dire s'opposer à sa propre mère et prendre le risque de mettre le feu aux poudres dans la famille. Elle reconnaît qu'elle a la trouille de la réaction de Marlena et qu'elle a peur de voir sa relation avec ses parents voler en éclats, mais elle ne cesse de répéter que ce que Lustig a fait est bien trop grave pour qu'on ferme les yeux, et qu'elle souhaite vraiment m'apporter son soutien, même si on se connaît à peine. Je reste un long moment sans rien dire, parce qu'après tout ce qui s'est passé, je doute vraiment de pouvoir faire confiance à quelqu'un de cette famille. Mais Jérémy a l'air sincère, et sa détermination à témoigner, malgré les risques pour elle-même, me touche bien plus que les larmes forcées de Marlena sur ce fichu parking. Je finis par lui dire que j'apprécie ce qu'elle fait et que le mieux serait qu'elle contacte directement Reed pour lui transmettre sa déposition. Après avoir raccroché, je reste interdite à me demander si elle ira vraiment jusqu'au bout ou si ce n'est pas une énième tentative de manipulation. Mais Reed m'appelle 1 heure plus tard pour me dire que Jérémy l'a déjà appelé et a pris rendez-vous pour l'audition. L'audience préliminaire a lieu un matin glacial, 3 semaines après que Reed m'en a parlé pour la première fois, et je me sens mal tout le long du trajet jusqu'au tribunal. Blake m'accompagne pour me soutenir et s'installe dans la salle pendant que j'attends qu'on m'appelle. Le procureur commence par présenter toutes les preuves. Il montre au juge des captures d'écran d'extraits de vidéos publiées en ligne, leur titre, le rapport d'expertise qui révèle des centaines d'enregistrements retrouvés sur les appareils de Lustig, ainsi qu'un enregistrement audio de sa confession, faite sous l'emprise de l'alcool, où il détaille comment il m'a piégé. Reed témoigne sur l'enquête menée et les caméras cachées retrouvées. Puis c'est à moi. Je m'avance vers la barre, les jambes en coton. Le procureur me pose des questions assez simples sur ma relation avec Lustig et sur le moment où j'ai compris ce qu'il avait fait, et j'essaie de répondre du mieux que je peux, même si ma voix tremble. Lustig est là, assis à côté de son avocat, les yeux baissés, il n'ose même pas me regarder une seule fois. Quand le procureur me demande de lire ma déclaration d'impact, je sors la feuille que j'ai préparée. Mes mains tremblent, mais je lis chaque mot sur la trahison, la honte et la peur. Ma voix se brise à 2 reprises, mais je vais jusqu'au bout. La juge écoute sans m'interrompre puis me remercie pour mon courage, avant d'ordonner une courte pause. À notre retour, elle déclare que la gravité des faits justifie l'ouverture de poursuites formelles, notamment pour atteinte à la vie privée et enregistrements illégaux. Elle approuve également ma demande d'ordonnance de protection pour 1 an, avec des règles extrêmement strictes sur tout contact et la distance que Lustig doit respecter vis-à-vis de mon domicile ou de mon lieu de travail. Sortir de ce tribunal, en sachant qu'il va enfin devoir affronter les conséquences de ses actes, m'apporte pour la première fois depuis des semaines une vraie sensation de soulagement. 2 jours après l'audience, je suis chez Blake en train de préparer le dîner quand mon téléphone vibre. Message d'un numéro inconnu. Le texte me menace, dit que je suis en train de gâcher sa vie et que je le paierai. Et même si le nom de Lustig n'est pas exprimé, je n'ai aucun doute sur l'auteur. Mes mains recommencent à trembler. Je fais une capture d'écran, que j'envoie immédiatement à Reed. Il me rappelle en moins de 10 minutes. Pour lui, c'est clair. Il s'agit d'une violation de l'ordonnance de protection, ce qui pourrait lui faire perdre sa liberté sous caution, voire entraîner de nouvelles poursuites. Reed me demande alors de transférer le message original et de noter l'heure exacte de réception. Le simple fait que Lustig continue d'essayer de m'intimider et de garder le contrôle, même avec les charges pénales sur le dos, montre qu'il n'a aucun remords et n'a toujours rien compris. Reed agit vite, si bien qu'une nouvelle audience est organisée 1 semaine après, cette fois pour la violation de l'ordonnance. La juge est furieuse en découvrant la preuve du message envoyé depuis un téléphone prépayé et durcit considérablement les conditions de la caution de Lustig. Il doit désormais porter un bracelet GPS qui permet de le localiser en permanence et il est obligé de suivre 2 séances de soutien psychologique par semaine. Elle lui interdit en plus l'usage de tout appareil électronique qui n'aurait pas été déclaré au tribunal, histoire de l'empêcher de reprendre contact en douce. Ce n'est pas la prison, mais pour quelqu'un qui pensait pouvoir continuer à me menacer malgré la justice, ce sont de vraies sanctions. L'avocat de Lustig essaie encore de prétendre que ce message aurait pu venir de n'importe qui, mais la juge ne se laisse pas berner et prévient sans détour qu'à la prochaine entorse, ce sera direction la case prison illico. Cette même semaine, Mason m'envoie un dossier détaillé sur l'avancement du retrait des contenus. Il a réussi à faire supprimer les vidéos de 15 sites et plateformes différents et a mis en route un système de veille automatique pour détecter mon nom ou mon image sur les principaux sites. Il collabore aussi avec un service de gestion de réputation pour faire disparaître tous les liens compromettants dans les résultats de recherche et rendre ces vidéos beaucoup plus difficiles à retrouver, même en fouillant bien. Mais il m'avertit que la bataille sera longue, parce que ces contenus peuvent réapparaître à tout moment sur de nouveaux sites. L'idée de devoir surveiller ma propre intimité bafouée sur Internet encore pendant des années me donne un mélange de fatigue, de colère et de résignation. Mais au moins, j'ai le soutien de professionnels. Je ne me retrouve pas seule face à tout ça. À peu près au même moment, je commence à recevoir sur les réseaux sociaux des messages d'inconnus qui m'insultent et m'accusent de détruire la vie d'un homme innocent, disent que je mens juste pour attirer l'attention ou pour de l'argent. Certains messages viennent clairement de personnes ayant vu les vidéos parce qu'ils font référence à des détails précis. Je bloque les comptes les uns après les autres, mais d'autres apparaissent aussitôt. Lors de ma séance suivante avec Dina,
Elle m'aide à réaliser que c'est hélas une tactique très courante contre les victimes d'agressions sexuelles, dès que l'auteur commence à faire face à ses responsabilités. Soit il s'agit de proches de Lustig venus le défendre, soit c'est peut-être même Lustig lui-même qui se cache derrière ses comptes anonymes, juste pour continuer à s'en prendre à moi. Elle m'aide à instaurer des limites plus saines en ligne, par exemple en rendant tous mes profils strictement privés et en bloquant les personnes gênantes, sans me sentir coupable. Face au harcèlement, j'ai souvent envie de disparaître des réseaux sociaux, mais Dina insiste. Je ne devrais pas avoir à renoncer à une partie de ma vie à cause de ce qu'il m'a fait subir. Plutôt que de répondre à ces messages, j'apprends à les ignorer complètement, à faire des captures d'écran pour les garder sous le coude au cas où la justice en aurait besoin, et surtout à me rappeler que ces expéditeurs anonymes ne connaissent rien à ma situation et ne sont en rien des références. Une semaine après le début du harcèlement, Justina me convoque dans son bureau pour faire le point sur la plainte civile qu'elle a préparée. Le dossier est bien épais, sûrement 40 pages, et voir mon nom en haut, cette fois en tant que plaignante, rend tout ça encore plus concret, plus officiel. Justina m'explique chaque partie, comment elle expose l'atteinte à ma vie privée, l'argument du préjudice moral et les infractions à la législation locale sur la diffusion de contenus sexuels. Dans la plainte, elle détaille précisément ce que j'ai subi. Mes frais de thérapie dépassent déjà les 3 000 $, le temps de travail perdu, le traumatisme toujours présent à l'idée que ces vidéos puissent rester en circulation indéfiniment. Elle réclame également des dommages-intérêts punitifs, m'expliquant que c'est une somme en plus, destinée à sanctionner Lustig et à l'empêcher de recommencer avec qui que ce soit. Les montants qu'elle a notés sont plus élevés que ce que j'aurais imaginé, plus de 100 000 $ au total, et une partie de moi a du mal à assumer de réclamer autant. Mais Justina me rappelle que ce n'est pas de la cupidité. La question est de le tenir responsable, avec toute la rigueur que permet la loi. Elle dépose la plainte dans l'après-midi et envoie dans la foulée une proposition d'accord à l'ami de Lustig, qui a alors 30 jours pour répondre avant qu'on engage une procédure judiciaire en bonne et due forme. Elle a l'air confiante. Selon elle, on pourra régler tout ça au civil avant même le procès pénal. Surtout que les preuves sont accablantes et que l'avocat de Lustig sait pertinemment dans quelle galère il s'est mis. 2 jours plus tard, Stéphane m'écrit pour me proposer un café et lorsqu'on se retrouve au même endroit que la dernière fois, il paraît plutôt tendu. Il m'explique qu'il a trouvé un groupe de soutien réservé aux proches de personnes ayant commis des actes graves et qu'il assiste désormais à 2 réunions par semaine pour gérer sa propre culpabilité et tenter d'y voir plus clair à propos de son frère. Il insiste. Il ne m'en parle pas dans l'idée de se rapprocher de moi, ni pour se trouver une excuse pour passer du temps ensemble. Il voulait simplement que je sache qu'il prenait la situation au sérieux, qu'il ne minimisait pas les actes de Lustig et qu'il n'essayait pas de lui trouver des excuses, me précise-t-il. Ce groupe l'aide à comprendre à quel point leur famille a pu laisser se développer le problème sans rien voir, et le fait d'avoir voulu étouffer l'affaire n'a fait qu'empirer les choses. J'apprécie vraiment son honnêteté à mettre des limites, et je lui dis que je trouve ça bien qu'il puisse s'entourer pour traverser cette période, parce que ce n'est sûrement pas évident de porter ça sur les épaules quand il s'agit de son frère. Une fois notre café terminé, on se salue et chacun repart de son côté. Je ressens alors un vrai soulagement de voir que Stéphane reste fiable et respectueux, alors qu'il aurait été si facile pour lui de dépasser les limites. La semaine suivante, je me mets à chercher un appartement. Il a toujours été entendu que mon séjour chez Blake serait temporaire, et j'ai besoin de retrouver un endroit rien qu'à moi. Je finis par dénicher un logement à l'autre bout de la ville, dans un quartier où Lustig n'a jamais mis les pieds, et dont il ignore même l'existence. L'immeuble est bien plus sécurisé que le précédent, avec des caméras à chaque entrée, un gardien en journée, et un parking fermé accessible uniquement par portail. Le loyer est plus cher que ce que je payais avant, mais la tranquillité retrouvée n'a pas de prix. Blake me donne un coup de main pour vider le garde-meuble et installer mes affaires dans mon nouvel appartement. On passe le samedi à déplacer les meubles, accrocher des cadres, à rendre l'endroit confortable. Retrouver enfin mon chez-moi après des semaines à squatter son canapé, c'est vraiment une étape pour me reconstruire. Je peux fermer la porte derrière moi, dormir sans crainte et être certaine que Lustig ne connaît même pas cette adresse. La première nuit dans mon lit, chez moi, j'ai dormi d'un trait et sans le moindre cauchemar. Puis, au fil des semaines suivantes, sans m'en rendre compte tout de suite, je réalise que quelque chose s'apaise. Entre les rendez-vous juridiques, les séances de thérapie et la surveillance d'Internet, ces gestes sont devenus ma routine. Ce n'est plus une lutte de chaque instant. Je reçois encore des nouvelles de Reed pour l'enquête, de Mason sur la suppression des contenus et de Justina concernant la procédure civile, mais tout cela ne monopolise plus chacune de mes pensées. Je note, presque étonnée, que mes journées deviennent plus souvent bonnes que mauvaises, que j'arrive à me remettre dans mon boulot, à voir mes amis, à faire des trucs simples sans être happée par la panique ou la honte. Mes nuits sont plus calmes. Mes crises d'angoisse, qui me terrassaient plusieurs fois par jour, ne surviennent plus qu'1 ou 2 fois par semaine. Parfois, j'arrive même à passer plusieurs heures sans penser à ce que Lustig a fait. Et lorsque ces pensées me reviennent, elles ne me submergent plus. Le traumatisme est toujours là. Je ne prétends pas être passée à autre chose, mais j'apprends à vivre avec, à reconstruire une vie qui ne tourne pas uniquement autour de ce que j'ai vécu. Dina me dit que c'est ça, la guérison. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est un progrès lent, avec parfois des retours en arrière. 3 mois après le barbecue, Reed m'annonce que le procureur veut proposer un accord à Lustig,
Les conditions sont claires. Il devra plaider coupable pour atteinte aggravée à la vie privée et diffusion illégale d'images intimes, accepter une mise à l'épreuve stricte avec inscription au registre des délinquants sexuels et rembourser mes frais de thérapie ainsi que mes honoraires d'avocat. Reed me donne le contact du procureur en me recommandant de tout passer d'abord en revue avec Justina avant de prendre la moindre décision. Quand je la vois dans la journée, elle me détaille honnêtement les avantages et les risques à accepter ou exiger un procès. Accepter un accord de plaidoyer, ça veut dire avoir la certitude de ce qu'il risque, connaître précisément les conséquences pour Lustig, sans prendre le risque qu'un jury le déclare non coupable ou prononce une peine trop légère. Cela m'évite aussi le traumatisme de devoir affronter un procès complet, d'exposer chaque détail à la barre et d'être peut-être soumise aux questions parfois brutales de l'avocat de la défense. En acceptant l'accord, je me prive certes d'un verdict public où 12 jurés auraient pu reconnaître la gravité de ce qu'il a fait, mais je gagne aussi la certitude de conséquences, certes moins lourdes que ce qu'un tribunal pourrait infliger, mais bien réelles. Justina me parle sans détour. Un procès reste imprévisible, épuisant sur le plan émotionnel, et l'accord prévoit déjà pour Lustig des conséquences durables comme la condamnation et l'inscription au registre, qui le marqueront à vie. C'est toi qui décides. Je te soutiendrai quoi que tu choisisses, conclut-elle, mais insiste pour que j'y réfléchisse en termes de ce que je peux encaisser et de ce qu'il me faudrait pour me sentir entendue et obtenir justice à mes yeux. Je lui explique que j'ai besoin de quelques jours pour me poser, réfléchir et en parler avec les personnes de confiance de mon entourage. La semaine suivante, j'en discute tour à tour avec Dina, qui me met en garde contre tout ce qu'implique émotionnellement un procès, avec Reed qui m'expose la solidité du dossier et les tenants et aboutissants d'une procédure, avec Justina sur les conséquences légales de chaque choix, et enfin avec Blake, qui me donne simplement son ressenti sur ce que je devrais privilégier. Tous veillent à ne pas m'influencer, mais Dina insiste sur l'importance de préserver ma santé mentale. Passer à côté de longs mois de procédure peut valoir d'accepter une sanction un peu moins sévère. Reed me confirme que la solidité du dossier est réelle, mais souligne aussi qu'un jury peut toujours surprendre et que l'accord assure, quoi qu'il arrive, une vraie sanction à Lustig. Quant à Blake, elle me demande ce que je regretterais le plus au fond, accepter l'accord ou demander à aller au bout, devant les jurés. C'est cette question qui m'aide à y voir plus clair sur mes vrais besoins. Après toutes ces discussions, je finis par rappeler Justina pour lui dire que j'accepte l'accord proposé par le parquet. Me garantir des conséquences tangibles, tout en m'épargnant la violence d'un procès, c'est ce qu'il y a de mieux pour mon équilibre, même si une partie de moi aurait voulu l'obliger à affronter un jury et entendre 12 inconnus affirmer sa culpabilité. Justina me rappelle que la condamnation pour crime grave et l'inscription au registre des délinquants sexuels sont, en soi, des sanctions lourdes et irréversibles qui changeront sa vie de fond en comble et qu'il ne faut pas en minimiser la portée simplement parce qu'il ne va pas en prison. L'audience pour le plaidoyer de culpabilité est fixée 2 semaines plus tard, et Justina m'aide à préparer ma déclaration sur les conséquences que j'ai subies. Me retrouver dans la salle d'audience à quelques mètres de Lustig, assis à la table de la défense, a été une épreuve parmi les plus difficiles de ma vie. Ma voix ne tremble qu'un bref instant lorsque je lis ce que ces actes m'ont coûté. La trahison de la part de quelqu'un en qui j'avais une confiance absolue, l'atteinte à mon intimité et à mon corps, cette peur et cette honte qui me collent à la peau, où que j'aille. J'explique qu'il ne s'est pas seulement contenté de m'enregistrer sans mon consentement, il m'a activement humiliée à travers des titres et commentaires abjects, transformant mes moments privés en spectacle pour des inconnus, profitant de mon humiliation. Je raconte les crises d'angoisse, les nuits blanches et la difficulté à refaire confiance, désormais que la personne comptant le plus pour moi s'est servie de moi aussi cruellement. La juge m'écoute sans m'interrompre, attentive. Quand j'achève mon témoignage, elle me remercie d'avoir eu le courage de m'exprimer et assure que ma voix compte dans la procédure. Lustig, lui, garde la tête baissée du début à la fin, incapable de croiser mon regard. Je réalise alors qu'il est exactement le lâche que j'avais toujours perçu. La juge entérine l'accord et prononce la peine. 5 ans de mise à l'épreuve sous conditions strictes, thérapie obligatoire 2 fois par semaine, interdiction formelle de tout contact avec moi, port d'un bracelet GPS pendant 1 an pour surveiller ses déplacements, interdiction absolue d'utiliser Internet sans contrôle, avec tous ces appareils soumis à inspection, et inscription au registre des délinquants sexuels, ce qui rend ces informations publiques et limite ses possibilités de logement et d'emploi. S'ajoute à cela 25 000 $ de dommages-intérêts pour couvrir mes frais de thérapie et de procédure, payés à hauteur de 500 $ par mois. Ce n'est pas la prison, mais cela reste une série de sanctions lourdes qu'il traînera des années, et la juge est catégorique. Au moindre écart, il finira illico en détention. Il lui est, en outre, imposé de suivre un programme spécialisé pour les auteurs d'infractions sexuelles, avec remise régulière de rapports à son agent de probation. Il n'a plus le droit de détenir le moindre appareil d'enregistrement, caméra ou dictaphone, ni d'accéder à certains sites ou applis sans autorisation préalable. Un logiciel de contrôle sera installé sur tous ces appareils pour permettre à l'agent de probation de surveiller son activité en ligne. Ces mesures s'imposent à quelqu'un qui a sciemment et à répétition violé la vie privée d'autrui, et le savoir si étroitement surveillé m'aide concrètement à retrouver un sentiment de sécurité. Une semaine après le volet pénal,
Justina me rappelle avec des nouvelles du dossier civil. L'avocat de Lustig a proposé d'amorcer une négociation pour ne pas partir sur un affrontement judiciaire interminable, et en quelques jours, nous sommes finalement arrivés à un accord. Lustig paiera 50 000 $ de plus en 3 ans, via des mensualités, s'ajoutant aux indemnités déjà actées au pénal. Il devra également présenter des excuses écrites, reconnaissant sans détour avoir agi mal et sans mon consentement, et s'engager formellement à ne plus jamais me contacter, ni parler de moi, même indirectement. L'accord prévoit en outre une clause de confidentialité limitée. Il ne pourra pas tirer profit de cette histoire, pas de livre ni d'interview ou autre. Mais j'ai, moi, entière liberté de témoigner de mon histoire si je le souhaite. Justina m'explique que pour une procédure civile, obtenir à la fois une résolution aussi rapide et aussi solide est une excellente issue, sans y laisser des années d'énergie et en évitant un nouveau combat. Ce n'est pas une justice idéale. Rien ne pourra jamais effacer ce qui s'est passé, ni empêcher totalement la circulation des vidéos sur Internet. Mais au moins, cela représente une vraie reconnaissance des faits et une indemnisation concrète du préjudice. Quelques jours plus tard, je reçois sa lettre d'excuse. La lire me laisse un goût amer, tant les mots sonnent de vide, manifestement écrits par son avocat, plus que dictés par des regrets sincères. Pourtant, le fait qu'il admette par écrit la gravité de ses actes et leur caractère contraire à mon consentement compte, même si je doute qu'il en éprouve véritablement du remords. Je signe l'accord civil et Justina le présente au tribunal. Du jour au lendemain, tout le volet judiciaire s'achève enfin. Lustig se retrouve désormais contraint de respecter plusieurs années de sanctions et de restrictions, en plus de devoir verser des indemnités, et moi, je peux enfin songer à aller de l'avant avec la certitude qu'il a été tenu responsable dans la mesure de ce que la loi permet. Quelques semaines après la signature, Justina m'envoie un mail transféré, sobrement intitulé « De Marlena Lustig ». J'ai failli l'effacer sans le lire, mais une intuition m'a poussé à l'ouvrir. Son message est court et distant, manifestement rédigé avec les mots de sa thérapeute. Elle y explique qu'elle a démarré une thérapie depuis que Reese lui a imposé un ultimatum, chercher de l'aide ou envisager la séparation. Marlena écrit qu'elle a tout mal géré, qu'elle a choisi de protéger Lustig plutôt que de me soutenir, et qu'elle travaille à comprendre les raisons de ses choix. Elle ne demande pas pardon, n'essaie pas de justifier quoi que ce soit. Elle se contente de reconnaître le mal causé et indique s'engager dans un cheminement de responsabilité. Je ne réponds pas prête, peut-être que je ne le serai jamais, mais je garde ce mail dans un dossier parce que malgré tout, il marque un commencement de prise de conscience, même si c'est la peur de voir son mariage éclater qui en a été le déclic. Une semaine plus tard, Stéphane m'envoie un message pour m'informer que ses parents suivent désormais une thérapie de couple. Il ne sait pas trop si j'ai envie d'avoir des nouvelles de sa famille, mais il juge essentiel de me dire qu'ils prennent la situation au sérieux. Il précise que Reese a exigé cette démarche pour s'attaquer aux mécanismes qui les ont amenés à couvrir Lustig, au lieu de réagir comme il l'aurait fallu. À présent, ils ont fixé des limites claires avec Lustig, le forçant à poursuivre sa thérapie et à respecter strictement toutes les conditions de sa probation, sous peine de lui retirer tout soutien, financier ou affectif. Stéphane ajoute que son père garde le contact avec l'agent de probation de Lustig et que sa mère travaille avec une psychologue sur ses réflexes de déni et de soutien inadéquats, même si les progrès restent lents. Ces nouvelles, que je n'ai pas demandées, me font néanmoins du bien, parce qu'au moins, une partie de la famille tente de changer au lieu de faire comme si rien ne s'était passé. 2 mois après la signature du règlement, c'est Jérémy qui m'écrit pour me demander si je serais d'accord pour échanger de temps en temps pendant qu'elle avance dans sa propre reconstruction. Elle m'explique qu'elle suit un programme destiné aux proches de victimes, qu'elle travaille avec une thérapeute pour comprendre le rôle qu'elle a pu jouer dans les dysfonctionnements familiaux. Son mail est soigneusement rédigé, respectueux, et précise d'emblée qu'elle ne cherche ni pardon ni réconciliation. Elle souhaite juste que je sache qu'elle fait le nécessaire et qu'elle a pris conscience de la gravité de la scène du barbecue. Elle ajoute qu'elle comprend peu à peu le fonctionnement des dynamiques familiales et s'efforce d'analyser comment sa peur de s'opposer à Marlena a contribué à ce qui m'est arrivé. Je prends quelques jours pour réfléchir et, quand je lui réponds, je reste bref et clair. Je suis content que tu sois accompagné et d'accord pour échanger quelques mails de temps à autre, mais je ne suis pas prêt à aller plus loin et il est possible que ça n'évolue jamais. Sa réponse arrive très vite. Je comprends parfaitement et je respecte ta limite. Merci d'accepter ce contact, même limité. Sa sincérité me touche et j'apprécie qu'elle n'attende rien de plus que ce que je suis capable de donner. 3 mois après la fin de toute la démarche judiciaire, Stéphane et moi nous retrouvons autour d'un café. Il me demande s'il me plairait que l'on garde une relation amicale, maintenant que tout est réglé. Au moment où il pose la question, je me rends compte que cela me conviendrait. Il a toujours respecté mes limites pendant cet enfer, n'a jamais cherché à en faire son affaire, ni à se poser en sauveur. Il a juste été là, présent sans jamais m'étouffer, à l'écoute et respectueux de mes besoins. On discute de la forme que pourrait prendre cette amitié. Quelques cafés, quelques messages, sur une base purement amicale et bien cadrée. Je sens que le fait de poser les choses clairement le rassure, et il me confie « J'avais peur de dépasser les bornes, ou de te mettre mal à l'aise, mais tu comptes pour moi. » Je lui réponds « J'apprécie ton soutien, et ton amitié aussi, et ça me fait sincèrement du bien d'instaurer enfin une relation saine et claire, après des mois de chaos. » Au même moment, mes séances avec Dina évoluent. On passe d'une logique de crise à un travail en profondeur, sur la durée. Jusque-là, on se voyait toutes les semaines, mais je commence à espacer, à revenir tous les 15 jours,
parce que j'ai enfin des outils fiables pour gérer les angoisses et les pensées envahissantes. Dina veille à ce que cette transition se fasse en douceur, me rappelle que je peux toujours revenir en arrière au moindre doute. Ensemble, on fait le point sur tout ce qui a été mis en place et les progrès accomplis pour apprendre à me faire à nouveau confiance. Le traumatisme n'a pas disparu, et il ne disparaîtra sans doute jamais totalement, mais j'apprends à vivre avec lui sans le laisser gouverner ma vie. Je peux traverser des journées difficiles sans sombrer, reconnaître les pensées toxiques et les confronter au lieu de m'y perdre. Et je reconstruis peu à peu ma capacité à me sentir en sécurité dans le monde. Dina insiste sur le fait que la guérison n'est pas linéaire, qu'il y aura toujours des moments de doute. Mais le simple fait de voir à quel point j'avance suffit à mesurer le chemin parcouru. Mason m'envoie un rapport trimestriel après 4 mois, détaillant les efforts constants pour faire disparaître le contenu, et je m'installe à ma table de cuisine, prête à parcourir page après page les demandes de retrait et les alertes de surveillance. Il a réussi à faire disparaître les vidéos des principales plateformes et de la plupart des sites intermédiaires, mais il en reste sur quelques sites plus obscurs, là où l'action juridique est plus compliquée. Le rapport inclut des captures d'écran qui confirment que le contenu a bien été supprimé des endroits majeurs, mais Mason reste lucide. Une suppression totale est sans doute impossible. Il garde tout de même des alertes actives pour détecter la réapparition de mon nom ou de mon image sur de nouveaux sites et s'engage à poursuivre ces démarches aussi longtemps que nécessaire. J'épluche les détails techniques concernant l'empreinte numérique, le contenu en cache ou les sites miroirs, partagés entre un soulagement palpable devant tout ce qui a pu être effacé et la résignation devant l'idée que cette surveillance durera sûrement des années. Je remercie Mason par mail pour son sérieux et je lui demande de continuer à surveiller la situation, tout en essayant d'accepter que ce genre de problème ne connaît pas de dénouement simple ni définitif. 5 mois après le barbecue, ma chef me convoque dans son bureau pour officialiser mon aménagement de poste et valider que mes performances sont revenues à leur niveau habituel. Tout au long de cette période, elle m'a soutenue sans relâche, me laissant toute la flexibilité nécessaire pour suivre une thérapie ou honorer mes rendez-vous juridiques, sans jamais me demander de justification excessive. Aujourd'hui, elle souhaite que le dossier officiel reflète le fait que j'ai bien reçu l'accompagnement adapté. Nous relisons ensemble la lettre rédigée par les RH et elle y ajoute qu'elle me considère à nouveau pleinement opérationnelle dans mon poste. Les RH clôturent mon dossier, mentionnant le soutien apporté et la conservation de mon emploi malgré une crise personnelle majeure. Je retrouve alors une stabilité professionnelle perdue depuis l'apparition des vidéos et je me surprends à accepter de nouveaux projets jusqu'à envisager une promotion qui vient de s'ouvrir. Ma chef me dit « Je suis impressionnée par la façon dont tu as géré tout ça et je n'hésiterai pas à te recommander pour cette promotion. » Savoir que ma vie professionnelle redevient normale me donne vraiment le sentiment de me reconstruire, de sortir petit à petit du mode survie. Vers le 5e mois, je commence à m'impliquer bénévolement dans une communauté d'entraide en ligne pour les personnes dont la vie privée a été violée, en offrant une écoute attentive et en partageant toutes les ressources utiles que j'ai pu glaner sur mon chemin. La modératrice valide ma candidature après un entretien vidéo où je raconte mon parcours et ce que je souhaite apporter, puis elle m'attribue l'accueil des nouveaux inscrits en m'invitant à modérer le forum où chacun vient, souvent bouleversé, découvrir l'existence d'une violation. J'y consacre quelques heures par semaine, à épauler ceux qui traversent une crise, à transmettre des informations sur l'aide juridique, les dispositifs de soutien ou sur les démarches de suppression et la documentation. Mettre mon expérience au service d'autres personnes a beaucoup de sens pour moi, sans jamais tomber dans la posture, et cela m'apporte le sentiment d'être utile, au-delà de ma propre reconstruction. Je fais attention à préserver mon équilibre et à me déconnecter quand j'en ressens le besoin, mais ce bénévolat me semble vraiment précieux. Certains survivants m'écrivent même en privé pour me dire que mes réponses leur ont permis de se sentir moins seuls ou leur ont donné des pistes concrètes. Ces messages me rappellent que, même les pires épreuves, peuvent parfois mener à du positif. 6 mois après ce fameux barbecue, je retrouve Stéphane et Reese pour dîner dans un restaurant tranquille à l'autre bout de la ville, et je suis agréablement surprise de voir à quel point la conversation coule naturellement. On échange sur nos projets pro, nos hobbies, les vacances d'avenir. Il y a certes une forme de mélancolie en repensant à tout ce qui nous a menés là, mais surtout une vraie chaleur humaine. Reese prend de mes nouvelles au travail, semble vraiment s'intéresser à ce que je lui raconte à propos de la promotion, puis évoque de son côté son engagement bénévole auprès d'un groupe d'hommes centré sur la responsabilité et les relations saines. Stéphane nous montre quelques-unes de ses dernières photos, issues d'un projet sur lequel il bosse, et s'empresse de sortir son téléphone. Personne n'aborde Lustig, les procédures judiciaires, ni rien de pesant. Ça fait un bien fou de simplement partager un repas normal avec des personnes qui sont devenues, avec le temps, mon véritable cercle de soutien. Reese est devenue pour moi quelqu'un de fiable, après l'avoir vu, encore et encore, choisir la responsabilité plutôt que la facilité de protéger son fils. Stéphane, lui, reste ce pilier solide, qui a fait ses preuves par sa constance et son respect. À la sortie du restaurant, Reese me prend doucement dans ses bras et me dit « Je suis fière de la force dont tu as fait preuve. » Pour une fois, je le crois vraiment. La semaine suivante, je décide de m'offrir un week-end toute seule à la montagne, chose que je n'avais pas refaite depuis ma rencontre avec Lustig, tant il détestait la randonnée et le camping. Je prépare ma voiture avec ma tente, des provisions et cette pile de livres que je rêvais de lire depuis des lustres, puis je prends la route pour 3 heures en direction de la forêt nationale, retrouvant un camping où j'allais souvent étudiante.
Le premier jour, je marche une dizaine de kilomètres à travers les pins et sur les crêtes. Je m'arrête faire quelques photos. Je respire à plein poumon cet air qui sent les arbres et la terre, loin de la ville. Je sens enfin mon corps se relâcher, mes épaules tombent, ma mâchoire se détend, sensation que je n'avais plus connue depuis des mois. J'installe ma tente avec vue sur un petit lac et je passe la soirée à lire à la lueur d'une lanterne, bercée par les grillons et les oiseaux de nuit, plutôt que par le vacarme de la circulation et des sirènes. Je dors profondément les 2 nuits, sans cauchemar, et me réveille à l'aube, la brume flottant sur l'eau au lever du soleil. Ce séjour me rappelle à quel point j'aime ma propre compagnie, que je peux savourer ces moments de solitude qui me rendent heureuse, et que ma guérison, finalement, passe aussi par la reconquête de toutes les expériences que Lustig m'avait volées. Je prends des dizaines de photos pour graver ce sentiment de paix, de sécurité et d'indépendance, en me faisant la promesse de revenir le mois prochain, parce que cet endroit m'appartient à nouveau. La semaine qui suit mon retour de la montagne, Blake me lance « Tu veux retenter les applis de rencontre ?» Et là, je réalise que ça ne me dit rien. Cette fois, ce n'est pas la peur qui me retient. Je n'en ressens tout simplement pas le besoin. Ma vie me semble assez pleine comme ça, même sans histoire d'amour. Au travail, ça se passe bien, j'y prends même goût alors qu'avant je n'essayais que de tenir la journée, et la thérapie avec Dina, qui tournait surtout autour de l'urgence, m'aide désormais à creuser plus profondément, à retrouver confiance en moi. Le mois dernier, j'ai recommencé à peindre, un chevalet a trouvé sa place dans un coin de mon appart, et je me perds dans des paysages qui me rappellent mon séjour à la montagne. Je me suis inscrite à un club de lecture qui se retrouve un jeudi soir sur 2, et ces rencontres, désormais, je les attends avec impatience. On s'installe dans le salon de l'un ou de l'autre, un verre de vin à la main, à débattre de la psychologie des personnages, entouré de gens qui ne connaissent rien de mon histoire. Le mois prochain, je prends l'avion pour passer un long week-end chez la famille de Blake, et ça me réjouit comme ça ne m'était pas arrivé depuis des années. Ma vie retrouve du sens, remplie de toutes ces choses que j'ai choisies pour moi, parce qu'elles me rendent heureuse, et non pour satisfaire les envies ou les dictats de quelqu'un d'autre. Je sais qu'un jour, je serai prête à faire de la place pour une nouvelle relation, et j'ai appris à me faire assez confiance pour reconnaître le bon moment quand il viendra. Quand je repense à moi, il y a 6 mois, tremblante sur la banquette de la voiture de Stéphane devant ce motel sordide, incapable même de détacher ma ceinture, tant le choc et la douleur m'étouffaient, terrassée par l'horrible prise de conscience que rien de cette histoire n'avait été vrai, je mesure tout le chemin accompli, même si parfois j'ai du mal à m'en rendre compte. Je ne suis ni réparée ni passée à autre chose. Le traumatisme ne s'efface pas d'un coup de baguette magique. Mais je suis en sécurité dans mon propre appartement, avec des verrous dont j'ai la clé, entourée de personnes sur qui je peux compter. Lustig est sous contrôle judiciaire, inscrit sur le fichier des délinquants sexuels, et il va devoir vivre avec les conséquences de ses actes encore longtemps. J'ai des amis à appeler quand l'angoisse monte, des séances de thérapie qui m'apportent un vrai soutien, et un avenir que j'essaie de construire, pas après pas, sans dépendre de personne. Il y a toujours des nuits où je me réveille, hantée par certains titres de vidéos, ou à me demander si un inconnu croisé dans la rue a pu les voir. Mais ces nuits se font de plus en plus rares, et désormais, j'ai les moyens d'y faire face. Stéphane m'envoie un message de temps en temps pour prendre de mes nouvelles, on va parfois boire un café, Rhys m'informe parfois des progrès de Marlena avec sa psy, et ces liens-là, aujourd'hui, me semblent solides, d'une façon que je pensais impossible pour des relations familiales après tout ce que j'ai traversé. Je n'attends plus que ma vie recommence une fois guérie. Je la vis ici et maintenant, avec tout ce que le chemin de la reconstruction a de chaotique et d'imprévu. Et pour l'instant, c'est largement suffisant.